Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver ce matin en espérant bien sûr que vous passiez d'agréables moments en notre compagnie. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Siem, mais également à Soraya Hamoudi qui participe à la réalisation ce matin, donc aux côtés de toute l'équipe du Studio 7 que je salue vivement. Alors bonjour encore une fois. Et puis voilà, tout de suite, je vais vous donner un aperçu du contenu de cette émission. On va parler entre autres d'un personnage qui est apparu sur la toile il y a 4 ans, un personnage assez attachant et assez énigmatique, donc qui agit tel un justicier des temps modernes sur une grosse cylindrée. Il sillonne les routes en quête justement de certains comportements de conduite dangereuse, je dirais, puis pour dénoncer aussi l'incivisme de certains usagers de la route. Il s'agit donc de Moutar El-Marfi, c'est le nom et le label sous lequel il est connu sur la toile. Et puis ces vidéos enregistrent des milliers de vues et participent à la sensibilisation quant aux dangers de la route. Il sera parmi nous ce matin, bien sûr, couvert comme d'accoutumé pour maintenir le mystère de ce personnage ô combien utile en ce moment. Alors aujourd'hui, donc après le Moutar El-Marfi, nous aurons l'occasion aussi de parler de la protection de la mer, de toutes ces personnes et de toutes ces belles initiatives donc louables en faveur de l'éradication des plastiques dans nos mers et donc dans la grande Méditerranée en particulier. Donc nous aurons parmi nous un chercheur dont justement tout l'intérêt vraiment qui consacre plutôt ses études et ses recherches à cette pollution donc par le plastique en milieu marin. Il s'agit de Boualem Hamdi, donc qui est membre de la fondation Probium, une des pionnières en matière justement de protection de l'environnement. Nous aurons justement l'occasion de parler de son expérience quant à la préservation du fond marin. Donc dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de parler d'art et de culture avec un comédien en herbe. Il a aussi plusieurs cordes à son arc dans la mesure où il est musicien. Il s'est initié aussi au chant, le chant andalou, mais autre chose encore. Donc il nous fera part de son expérience et de son petit parcours donc qui se développe de plus en plus, une carrière qui débute en force pour notre jeune Mohamed Amin Aïchoun qui sera parmi nous ce matin. Donc ravi de vous servir, mesdames, messieurs, ravi de passer ce moment avec vous. Une heure de bonheur dans Brise d'été pour nous et j'espère qu'elle le sera également pour vous. Et pour vous encourager justement à rester tout de suite une belle chanson, elle est intitulée, en fait on va mettre de côté l'intitulé, on va surtout parler de cette voix cristalline de Radian Wassar qui nous invite au voyage tout de suite.
invité pour cette brise d'été va nous parler justement de la Grande Bleue, de la mer. Il s'intéresse de près à la santé de notre faune et flore marine. Il s'agit donc du professeur universitaire, monsieur Boualem Hamdi, bienvenue. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes professeur universitaire, je l'ai dit à l'instant, et vos recherches portent essentiellement sur l'étude de la pollution par le plastique en mer. Oui, en effet, ça fait quelques années qu'on s'intéresse à la pollution marine par les plastiques et particulièrement par les microplastiques, parce que ces macrodéchets qu'on connaît, avec le temps, ils deviennent des microplastiques et leur dangerosité réside un petit peu dans cette dimension qui est petite. Et là, donc, on va en parler sur les impacts négatifs de cette matière en polluante, vraiment par excellence. Ouais. C'est vrai que nous nous plaçons en été, là. Voilà, c'est vraiment la saison propice pour les balades en mer, pour les séjours en bord de mer, pour justement la villégiature en milieu marin. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours bénéfique pour notre mer. Oui, effectivement, je pense que vous avez constaté un petit peu durant ces dernières années que le mode de consommation en Algérie a changé. On est passé, on va dire, d'une consommation normale, donc vers l'utilisation un petit peu, on va dire, intense du plastique à usage unique. Et le problème, donc, ces plastiques à usage unique, malheureusement, vu un petit peu cette tendance, une grande partie se retrouve en mer. Et bien entendu, donc, ces quantités ont des conséquences très négatives sur la flore et la faune, particulièrement la faune marine. Effectivement, donc dans tout le bassin méditerranéen, des programmes ont été développés dans ce sens, le sens de la préservation, l'éradication de la présence des plastiques en mer. Et l'Algérie, où en est-elle par rapport à cet effort? Effectivement, les plastiques ont cette caractéristique de déchets transfrontaliers, c'est-à-dire les plastiques ne connaissent pas de frontières. Donc quand ils se trouvent en mer, donc ils se déplacent au gré des vents et des courants, donc ils passent d'une zone à une autre zone. Donc du coup, la gestion de ces déchets ne doit pas être une gestion, on va dire, par pays, mais ça doit être une gestion globale. Tous les pays doivent coordonner leurs efforts de gestion pour réduire au maximum donc, ces déchets qui se retrouvent en mer. L'Algérie, donc, en principe, elle fait partie des pays qui s'intéressent de près donc, à la gestion des déchets plastiques. Et d'ailleurs, donc, il y a eu un programme qui devrait se faire donc, entre notre fondation Probium, donc Fondation pour la protection de la biodiversité marine, avec l'Agence nationale des déchets et aussi une autre ONG internationale pour coordonner nos efforts, pour trouver aussi, on va dire, des méthodes d'évaluation déjà, au moins d'évaluer un petit peu la quantité qu'il existe en mer, d'une part, et aussi harmoniser nos méthodes scientifiques pour, bien sûr, alerter, sensibiliser la population pour réduire au maximum leur consommation en premier et leur dépendance en plastique afin de réduire les déchets. Et bien entendu, c'est-à-dire que la seule solution possible et vraiment tangible, c'est surtout essayer de minimiser l'intégration de ce plastique dans la mer, c'est ça? Effectivement, la question maintenant, à l'heure actuelle en Algérie, c'est de réduire notre dépendance en plastique. Parce qu'actuellement, vous avez remarqué que nous dépendons beaucoup du plastique. Ça génère énormément de effectivement, déchets. Actuellement, l'eau, on le prend en bouteille PET. Nous achetons dans des sacs en plastique. Quand on va dans un café, donc on prend le café maintenant est servi dans un gobelet. Si vous permettez, je peux vous donner quelques chiffres uniquement pour illustrer un petit peu la situation. Vous savez qu'en Algérie,
Algérie, selon les données publiées par l'Agence nationale des déchets, les ménages algériens produisent à peu près 23 milliards de sacs en plastique. Vous imaginez 23 milliards, c'est à peu près 45 000 sacs par minute produits en Algérie. C'est énorme. Oui, en bouteilles PET, les bouteilles de 1,5 litres, c'est autour de 15 milliards de bouteilles qui sont produites annuellement en Algérie. C'est vrai, c'est des quantités faramineuses. Ces quantités, c'est que 10% de ces quantités se retrouvent en mer. Et quand on dit qu'en Algérie, on produit autour de 500 tonnes par jour, c'est l'équivalent de 2 camions de 10 tonnes par heure. Oui, et l'image derrière vous parle d'elle-même. Effectivement, après, ça dénature le paysage. Exactement. Et puis, ça met en danger les espèces marines. Exactement. La faune et la flore, en l'occurrence. Effectivement, il y a des milliers d'espèces qui meurent annuellement en Méditerranée. Vous savez que la Méditerranée actuellement est une mer hyper polluée. C'est une mer, vous savez très bien qu'elle est semi-fermée. Et elle contient elle a un réservoir vraiment riche en biodiversité. 28% de la biodiversité marine à l'échelle mondiale se concentre en Méditerranée, Absolument. dont 7% en faune et 28% en flore, 20% en flore. Pour vous dire un petit peu que la Méditerranée, avec, on va dire, ses caractéristiques, avec cette biodiversité qui est riche, malheureusement, actuellement, elle est sérieusement, les espèces sont menacées. menacée. Il y a une image qui me parle beaucoup, cette tortue marine qui va vers ces déchets en plastique et qui s'achemine vers ces petits gobelets. Et ce sont des espèces qui peuvent s'étouffer en confondant les sacs en plastique par exemple peuvent leur apparaître comme une méduse et comme une proie habituelle. Et effectivement, pas uniquement donc les tortues, je vous donne aussi le cas de la sardine. La sardine, vous savez que actuellement, elle est quand même, vous connaissez son évolution sur le plan quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire son prix il devient de plus en plus un peu cher, dû à sa rareté, et parce que tout simplement, sa nourriture, elle se nourrit aussi de microplastiques au lieu qu'elle se nourrit du phytoplancton. Vous savez que le plastique, quand il se trouve en mer, il se fragmente avec le temps, sous l'effet des rayonnements solaires, sous l'effet de la fluctuation de la température et aussi l'oxydation et l'hydrolyse en mer et surtout les micro-organismes. Ce macroplastique, il devient de plus en plus petit, donc il passe de macroplastique, micro jusqu'à nanoplastique. Et bien, la sardine n'arrive pas à distinguer entre le phytoplancton, effectivement, et le microplastique. Donc, du coup, elle mange du microplastique qui est chargé déjà en polluants. Donc, du coup... ça va impacter nos assiettes ? À la fin, donc, au niveau de la chaîne alimentaire, ça arrive dans nos assiettes, bien sûr, avec de la pollution dans sa chair. Et donc, du coup, c'est un problème de santé publique. Absolument. Ce n'est pas uniquement un problème de pollution, mais en réalité, les microplastiques ou la pollution par les plastiques d'une manière générale est un problème de santé publique. Très bien, c'est ce qui a poussé d'ailleurs l'ONG dans laquelle vous activez, Probiome, à agir de concert avec tous les chercheurs qui s'intéressent à la question dont vous faites partie pour trouver des solutions pratiques. Et effectivement, la Fondation Probiome, qui regroupe des médecins, des écologistes, des scientifiques, des plongeurs, des pêcheurs. Donc, on est là à défendre la biodiversité marine par tous les moyens. Et bien sûr, on propose aussi des solutions aux décideurs afin de réduire cette dépendance en plastique en premier pour réduire aussi les déchets en second lieu. Parce que si on réduit notre consommation en plastique, automatiquement, donc on aura moins de déchets en mer. On générera moins de déchets exactement. En plastique, effectivement. Que ce soit en milieu terrestre ou en milieu marin. Exactement. Pareil. Donc, les microplastiques, maintenant on parle de nanoplastiques, se trouvent dans notre corps. Selon des études récentes, on consomme à peu près 5 grammes de plastique par semaine. Vous imaginez un petit peu annuellement et que ces nanoplastiques
se retrouve dans notre cerveau, dans le sang, dans les muscles, il se loge et jusqu'à présent, aucun chercheur au monde ne peut vous dire les conséquences. J'allais vous poser la question justement, quelle est l'incidence? L'incidence, jusqu'à présent, on sait très très bien que l'incidence est très négative. Donc on sait que les microplastiques, d'une manière générale, engendrent des maladies, engendrent des problèmes de santé, mais la causalité, parce qu'il faut des études encore plus approfondies, ce qui est sûr, c'est que ces microplastiques sont d'une manière générale dangereux. Ils posent donc de sérieux problèmes donc, au niveau de la santé humaine. Et c'est là où on pose la question, nous, à notre niveau, est-ce qu'un sac en plastique est un déchet banal ou bien c'est un déchet dangereux? Personnellement, en tant que scientifique, je considère qu'une bouteille en PET, une bouteille d'eau par exemple, qu'on utilise régulièrement, pour nous, comme ça, donc, on dit que c'est un déchet banal, mais en réalité, quand il se trouve en mer, il devient très dangereux parce qu'il se fragmente, parce que les poissons le consomment, parce qu'il au met niveau en de la chaîne péril justement alimentaire, l'avenir de la chaîne alimentaire. Exactement, ça se retourne contre la personne qui l'a produit. Oui, absolument. Et c'est vrai que voilà, l'objet de votre intervention aujourd'hui, c'est de sensibiliser autour des dangers du plastique, mais aussi de sensibiliser tous ces estivants donc, qui vont fréquenter les mers en cet été et qui vont devoir faire redoubler d'efforts par rapport à la préservation de notre environnement, effectivement. Effectivement, je pense que ça doit commencer par l'éducation, donc ça doit commencer à la maison pour faire le tri des déchets, donc et réduire au maximum au lieu d'acheter des fardeaux d'eau. Essayons un petit peu d'utiliser, on va dire, de l'eau du robinet, moyennement un filtre, parce que nous avons les moyens maintenant de faire un filtre pour pouvoir boire de l'eau, donc réduire un petit peu la consommation en bouteilles de PET. Aussi les gobelets, donc Alger en tant que capitale et à elle seule consomme plus de 1 million de gobelets par jour. Vous imaginez un petit peu. Donc, mais on a la possibilité de réduire, au lieu d'utiliser des tasses donc, en plastique, on utilise comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire revenir à nos habitudes anciennes, c'est ça la question. Et bien entendu, au lieu d'utiliser des sachets en plastique, maintenant, essayons de réduire cette dépendance. Et bien entendu, je pense que c'est un appel. Ou à défaut, bien gérer nos déchets. Ne pas les laisser à l'air libre, jeter n'importe comment, etc. Certains comportements donc vraiment laissent à désirer par rapport à cela. L'incivisme est un petit peu partout, il s'est répandu dans nos milieux, dans les différents milieux, je dirais. C'est ça le problème, c'est l'incivisme. Il faudrait arriver au moins à éduquer le citoyen pour qu'il devienne un peu éco-citoyen. C'est d'utiliser, je dis bien, de moins en moins les sacs en plastique, mais tant que ces sacs en plastique ne sont pas vendus, c'est-à-dire c'est des sacs qui sont donnés gratuitement par le commerçant. Il faudrait arriver, comme beaucoup de pays l'ont fait, de faire payer les gens, c'est de taxer ces sachets pour que quand le citoyen est touché un petit peu dans sa poche, il va réduire sa consommation en plastique. Du coup, donc on va réduire on va dire les déchets qui se retrouvent en mer. Moi, je pense que la meilleure solution et dans l'avenir, c'est un petit peu de réviser cette gratuité c'est-à-dire des sachets. Il faut, à un moment donné, dans les années 80, je me rappelle, on achetait des sachets. Donc, je ne sais pas ce que c'est, un dinar ou un peu moins, mais l'essentiel, les gens achetaient des sachets. Payaient leurs sachets. Ou bien utiliser de gros sachets, ou bien les paniers traditionnels que nous connaissons, c'est encore mieux. Oui. Voilà, c'est de changer les traditions pour pouvoir influencer un petit peu la réduction en déchets plastiques en mer. Pour protéger notre santé,
Exactement. À la fin, c'est notre santé qui... Et la beauté de la mer Méditerranée. De la mer Méditerranée. Donc, on a une très très belle mer de diversité culturelle, religieuse, économique, politique, mais on a aussi une magnifique biodiversité marine qu'il faut conserver, la conserver par, on va dire, notre comportement. Excellent. Donc, on a été ravis en tout cas d'avoir tous ces éléments d'information. Monsieur Boualem Hamdi, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Voilà, je rappelle que vous êtes membre de l'association, plutôt la Fondation Probium, donc une ONG nationale qui œuvre pour la lutte contre la pollution dans toutes ses formes, mais aussi surtout la pollution par le plastique en mer. Donc, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci à vous. Et bon vent et bonne continuation à tous ces efforts louables en faveur de la protection de l'environnement et de la santé publique. Merci beaucoup. Et merci infiniment. Ouais, merci. Vous vouliez dire quelque chose? Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce sujet passionnant qui m'intéresse, qui intéresse beaucoup d'Algériens. Oui, merci infiniment. Donc tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons découvrir un profil très intéressant, celui d'un maquettiste qui a été approché par notre reporter Samira Hadjamar qui nous en dresse un portrait tout de suite avant justement d'inviter notre second invité à me rejoindre. Il s'agit d'El Moutar El Merfi, donc cette personne qui enregistre des milliers de vues sur la toile pour ses actions humanitaires, mais aussi pour ses actions de sensibilisation en faveur justement de l'éradication des dangers sur nos routes. C'est parti pour le reportage et on se retrouve juste après. Allure et caractère d'artiste jusqu'au bout des doigts et son talent atypique se mêle à sa passion pour l'art de la miniature automobile. Sidi Mohamed Amin Saidi est designer maquettiste, mordu de voitures depuis toujours. Je suis d'une famille qui est passionnée de voitures, mais de mécanique, pas de design. C'est moi le premier qui est intéressé par le design des voitures. C'est pour ça, depuis mon enfance, j'ai été fasciné par la forme des voitures, des camions. De la mécanique, oui, mais au départ, lorsqu'il était très jeune, c'était d'abord le dessin. Mon début, c'était de dessiner. C'est pas de faire des maquettes. Après, j'ai essayé de faire des maquettes en carton. Et après, quand j'ai grandi, j'ai décidé d'évoluer un petit peu. J'utilise du métal, c'est plus réel. Au millimètre près, à l'échelle réduite. Rien n'est laissé au hasard pour cet artiste. Il maîtrise. Je la dessine et je calcule les mesures et je choisis l'échelle. À quelle échelle? Il y a des voitures que je vois que ça va être belle dans une échelle grande. Et il y a d'autres voitures et des camions que je préfère que ça soit plus petit. Le modèle, c'est une Land Rover. C'est la série 1. C'est un modèle échelle réduite. Unique parce qu'il a choisi de ne pas utiliser de machines pour préserver le côté artistique de ses œuvres. Mon choix, je ne نخدمش بلي machines électriques ولا حاجه sophistiquée, نخدم كل شيء à la main. C'est pour ça يديو لي وقت اكثر. Parce que c'est très difficile, ça prend du temps pour faire une forme. Soi-disant, pour faire cette forme, ça va te prendre 2 heures. La persévérance paye, Sidi Mohamed en est convaincu et il est très fier de nous raconter comment l'une de ses œuvres est exposée dans un musée à l'étranger. Un ami, un artiste, Sadaq Rahim, il m'a contacté pour faire une maquette du Sonacom M210, le vainqueur à Paris-Dakar de 1980. أنا خدمت له un échelle réduit, un 12e, pour exposer à Orléans, le FRAC, Val-de-Loire. وراه في هذا الوقت راه exposé في le musée. Voilà le portrait d'un artiste atypique qui a choisi de se laisser guider par son talent pour vivre sa passion à fond. Quelle minutie et quelle
belle, vraiment passion. Et les passionnés sont nombreux dans notre pays. Nous avons plaisir aujourd'hui de mettre en avant les initiatives louables d'une personne qui sillonne les routes avec sa grosse cylindrée. Armé d'une caméra, il dénonce, il met l'accent sur l'incivisme, sur des comportements dangereux sur nos routes depuis près de 4 ans. Il s'agit d'Al-Moutar Al-Marfi qu'on a plaisir à recevoir aujourd'hui dans Canal Algérie. Bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous retrouver ce matin. Également, merci de me donner l'occasion de saluer le public. On garde le mystère autant pour le nom que pour l'apparence, parce que là, un peu comme les Daft Punk, vous gardez votre masque pendant toute l'émission. Pour commencer, je vais votre avoir casque plutôt. Le casque, tout à fait. Pour commencer, je vais avoir une petite question qui va vous paraître insolente. Mais, non. Est-ce que vous êtes abonné chez Al-Moutar Al-Marfi? Non, j'ai découvert cette semaine. Je ne mens pas. Eh bien, ça va être le deal. Ça va être, en tout cas, entre vous et moi, oui, et de partager les vidéos qui peuvent servir avec grand plaisir, surtout que votre effort aujourd'hui sert aussi la communauté, plutôt la population qui est en détresse, des personnes malades, des personnes qui sont dans le besoin, aussi profitent de votre générosité de cœur, je dirais, dans la mesure où vous êtes très visible sur la toile. En 4 ans, vous avez enregistré des chiffres records par rapport à la visibilité sur la toile, parce que vous avez touché le cœur des Algériens. Tout à fait. On va dire qu'on essaie d'être utile à la nation. Oui. Voilà. Et cette popularité, j'ai pu la canaliser en l'utilisant, en aidant les malades, les plus vulnérables, et essayer d'être utile dans ce bas monde. Voilà. Très bien, on reviendra au sujet de l'aide humanitaire dans un instant, mais on va revenir sur la genèse de cette aventure qui a commencé il y a à peu près 4 ans. Donc vous-même, avant de parler de cette aventure, en 2005, vous avez été, victime de l'incivisme sur les routes. Tout simplement fauché par un chauffard, voilà, en 2005. Et voilà, ça m'est resté un petit peu... L'histoire de mon accident est restée longuement gravée. Dans ma mémoire, et ça a toujours cogité dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cela? Vous auriez aimé retrouver celui qui vous a fait on lance un petit appel à témoin si vous voulez ce soir. Oui, en fait, cette frustration a sommeillé pendant longtemps. Et puis un jour, comment ça se fait que vous soyez projeté dans l'action? Dans l'action, on va dire, je vais vous dire, ce que nous vivons sur nos routes, j'ai déjà dit ici même dans ce plateau, c'est une guerre. Nous menons tous une guerre. Al-Moutar Al-Marfi a décidé de lancer une guerre contre les incivilités sur la route. Et de là, pour être, pour mener à bien les guerres, il faut être un fin stratège. Tout à fait. Et beaucoup de diplomatie aussi, à votre avis. C'est juste. Et c'est pour cette raison que je me suis trouvé l'idée de créer un concept et de m'attaquer aux incivilités sur la route. Vous savez, madame, griller un feu rouge ou parler au téléphone peut sembler une infraction mineure. Oui. Mais qui peut engendrer des dégâts majeurs. Absolument. Et c'est pour ça que j'essaye de vulgariser longuement dans mes vidéos, de dire voilà, le fait de parler au téléphone peut vous mener vers un désastre. Basta freiner toutes ces incivilités sur la route. Il suffit d'une fraction de seconde et toute notre vie peut être bouleversée à jamais. Le ciel peut vous tomber sur la tête. Effectivement. En tout cas, sur l'une des vidéos, j'ai été impressionnée de vous voir, votre abnégation et votre envie de stopper un chauffard qui avait renversé des personnes et qui n'avait pas froid aux yeux et qui avançait quand même coûte que coûte pour aller vers sa destination en faisant fi de l'état de santé de ces personnes qu'il a renversées. Vous avez réussi à le stopper, vous avez réussi à le faire appréhender par la police et bravo pour ce type d'action en tout cas. Merci madame, je pourrais commenter sur ce fait en vous posant une petite question. Allez-y. Est-ce que vous acceptez d'élever vos enfants dans un pays où ce genre de choses peuvent se passer et rester en toute impunité?
Non, je n'aimerais pas. Voilà, ça a été le cas pour moi. Vous savez, quand je vous vois là, en pleine action, je me rappelle ma frustration quand je suis au volant et que je vois ces comportements très dangereux et que je suis moi-même tentée parfois de suivre des personnes et de leur dire pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que la vie humaine vous est tellement aussi banale? Tout à fait. J'ai été tentée Je voudrais moi-même. juste souligner. Mais bravo, vous, de concrétiser Voilà, ce moi rêve je qu'on a. concrétise, mais d'une manière soft. On va dire que je n'ai pas autorité Oui, de le faire, Absolument. ou bien de punir les gens. Je n'ai pas cette autorité, pas du tout. C'est juste que je le fais. J'essaie de côtoyer les gens d'une manière on va dire, amicale, de dire « why », pourquoi vous faites ça, why. oui. Et puis, avec le souci de protéger, c'est notamment par exemple les jeunes motards qui ne se protègent pas, vous les interpellez toujours pour leur dire veille sur ta vie, et c'est fait Absolument. avec beaucoup de gentillesse, je trouve. Absolument. Veiller sur sa vie, c'est un devoir. Et surtout, ne faites pas pleurer vos mamans, s'il vous plaît. La jeunesse, ne faites pas pleurer vos mamans. Il Oui. n'y a pas plus cher qu'une maman. Voilà. Un moment où vous vous êtes dit ah, j'ai bien fait. Un moment qui vous a poussé à continuer le combat, à ne jamais vous arrêter. Vous le savez, madame, quand vous voyez sur la toile, sur Facebook ou YouTube, d'ailleurs j'invite les gens à s'abonner à Al-Moutar Marfi, calligraphie en arabe, Al-Moutar Marfi sur Facebook, sur YouTube. Quand vous voyez les milliers de messages en privé ou directement sur la toile, vous le savez, madame, c'est mon opium. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez parlé justement de toutes ces images qu'on peut découvrir en cherchant justement le mot Al-Murfi sur la toile. Tout de suite, un petit exemple, un petit échantillon et nous allons revenir juste après. Voilà, les images ne sont pas encore prêtes, donc voilà, j'aime bien moi comment dire, la présentation des vidéos. Donc on voit une petite animation de votre moto et on voit l'emblème national sur votre logo. C'est pas mal ça. Ça va de soi. C'est dire un petit peu l'objectif qui se cache derrière toutes ces actions. Un objectif, on va dire, je ne vous cache pas, je suis un petit-fils d'un grand shahid. Et je me dis, le grand-père, quand il est sorti, monté au maquis. Oui, l'avait dit à son père, qui a vécu si longtemps, il a vécu 95 ans, c'est son père qui nous a raconté, c'est-à-dire c'est mon arrière-grand-père. Le jour où il est monté au maquis, son père lui a dit pourquoi. Il lui a dit je suis membre de l'ALN. Galou, allège, pourquoi tu fais ça? Galou, et tes enfants, Galou, à partir de ce soir, tes enfants, mes enfants sont les tiens, et tous les enfants d'Algérie sont les miens. Oui. Et c'est une continuité. Tous les enfants d'Algérie sont mes enfants. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un héritage. Tout à fait. Comment dire, Oussiya, comme on dit. Oussiya, voilà, Oussiya, de père en fils, et que vous essayez de perpétuer. Je suis bienveillant quand je passe avec ma moto devant une école, quand je vois des masses d'enfants comme ça, souvent ils sont en danger. Et j'essaie de faire de mon mieux. Et faire de votre mieux, ça ressemble à ceci. روح تفضل. عندنا رومبو هنايا في شارع الشهداء، ما على باليش بلي بلاصاو لنا رومبوان جديد، ما عليناش. الور كما كنت نقول لكم انت خربتها كاع صاحبي. كما كنت نقول لكم فوالا بوركوا يا دي زاكسيدون، فوالا وعلاش دائما نحيطوا، وعلاش فوالا هذا يسبيغ بيان رومبوان جديد ويلغيسيديف يزيد يدور يحرق لا لي جون. والله العظيم يا خوتي غير يا مينوش اقطع يا مينوش. واخونا يا ودي القط ويعس كيفاش يقطع، فهمت؟ انا مانيش فاهم. انا القط يا الخاوه قاعد يشوف اغوش يا دروات، شايف الا ما كاينش اوبستاكل وكاين شي عباد ازدم برك.
قسما بالله العلي العظيم يعني. Voilà un petit échantillon, un petit peu de dialogue que partage justement le Mota al-Marfi. J'ai failli dire Short al-Marfi parce que c'est un héritier quelque part de Short al-Marfi, n'est-ce pas? C'est pas le même capital. Oui. Moi, je suis نفس الرصيد. نترحموا à cette occasion, vous savez, il est décédé. Il a éduqué les masses grâce à son émission, effectivement. Parce qu'il est décédé au mois d'août, je crois, 11 août. Voilà, et c'est l'occasion de lui rendre hommage. Voilà, tout à fait. Vous n'hésitez pas à le faire de toute façon dans vos publications. Et c'est vrai que c'est une personne qui a un petit peu mis les jalons dans ce sens, la préservation de l'intérêt du citoyen, combattre l'incivisme sur les routes, etc. Sensibiliser par rapport au comportement donc, qui pourrait engendrer des dangers sur nos routes. Vous le faites si bien, sans être du corps je dirais de la police. Hein. Vous êtes chef d'entreprise, n'est-ce pas? Tout à fait, madame, tout à fait. Et vous consacrez beaucoup de temps à cela. C'est-à-dire, on vous a vu sillonner les routes de jour comme de nuit. Alors, comment vous y arrivez? Je consacre beaucoup de temps au détriment de mes intérêts personnels. Et voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon opium. Il suffit de voir, moi personnellement, dès que je vois un accident sur la route, alors j'oublie le côté travail et je m'investis beaucoup dans ce message. Voilà. D'accord, des messages, vous en portez beaucoup sur la toile, notamment tout récemment on a vu une petite évolution, c'est-à-dire qu'il y a le côté sensibilisation au danger de la route, combattre l'incivisme, mais là vous avez une autre casquette, celle de l'homme au grand cœur qui vient au secours des malades. Je le fais à cœur vaillant, madame, que Dieu nous prête longue vie pour Amin. Continuer cette démarche. Voilà, tout simplement, madame. Très bien. Et je profite de ma présence ici pour récidiver encore avec une idée, madame, que je voudrais proposer aux autorités. Tout simplement, vous le savez, le Mota al-Marfi veut toujours de la bohème sur la route. Nous voulons un peu de bohème sur nos routes. Oui. Mais pour arriver à cela, il faut quand même, il faut sévir, il faut appliquer la loi. Et c'est pour cette raison que je lance un appel aux autorités de créer un fichier national des délinquants de la route et de les traduire devant les tribunaux, madame. Non pas des tribunaux classiques, mais des tribunaux spéciaux. Une autre idée aussi qui doit faire son chemin, c'est d'instaurer un permis probatoire, madame, qui a une durée de temps, pourquoi pas à point, et de mettre comme ça, on va dire, celui qui, au bout de 2 ans, il pourra avoir son permis, s'il n'a pas de dégâts, s'il n'a pas fait de conneries, de bêtises, il pourrait avoir son permis classique le plus convenablement possible. Mais c'est vrai que quand on voit sur nos routes ces jeunes qui vraiment mettent en danger tout le monde en slalomant comme ça entre les véhicules, on est tenté de voir un motard apparaître, on est tenté de voir quand même quelqu'un arrêter ces jeunes chauffards. Parfois, on les retrouve un peu plus loin, mais vraiment dans un état lamentable parce que souvent ils finissent par un accident. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des mesures à prendre vis-à-vis de ces. La mesure la plus adéquate, c'est de créer, on va dire, des brigades de motards sur les périphéries d'Alger ou toutes les autres villes d'Algérie, des brigades comme ça de motards qui peuvent intervenir rapidement en cas d'incivilité grave sur nos routes. D'accord. C'est mon rêve, it's my dream. Parmi vos rêves aussi, c'est de voir une ville safe pour les enfants. Et tout de suite, on va voir cet extrait qui illustre un petit peu mes propos. Des moments extraordinaires, Khawti, le Bara'a. Justement, Khawti, personnellement, أنا الموطن المخفي خوتي j'ai perdu espoir مع les adultes. ما بقاش espoir. لا غالب. بقى لي espoir مع les enfants مع هاد البراعم هذوما أنه الإنسان ينفستي فيهم خوتي. On doit investir في هاد الأطفال هادو لأنه tout simplement هما les conducteurs de demain. وليدو ادخل شو الداخل كتقيسك طوموبيل فوالا
هكذاك برافو عليك يعطيك الصحة. اي بورتون كاين دي زادولت راني شفتهم هنا وراهم واحد ما نطق واحد ما هضر معاهم. الله يهدينا ويوفقنا. هيا واحد ثاني يولي مارشاليه بالهربين تاعو. فوالا شوف الله بالك ما يشوفوش. الله يهدينا والله العظيم. بالك لي زونفون خاوتي عندهم القامه تاعهم صغيره هو يولي هكذاك مارشاليات. لا لا الله ما خلاص الله. بعد كيقيسوا ويقول لك خرج لي المسيد ولا كاتبه ولا ما على باليش. Voilà, c'est triste de vous entendre dire plus d'espoir pour les adultes quand même. Vous savez, c'est les adultes qui font les plus grosses bêtises. On va dire que les petits font des petites bêtises, mais les adultes font des grosses bêtises. À croire que ces adultes n'ont jamais été enfants. Moi, personnellement, j'ai toujours ma petite âme d'enfant. Et c'est pour ça que et quand on est enfant, on a peur de traverser, on a peur d'aller vers le danger, effectivement. Tout à fait. Est-ce que vous continuez d'être choqué sur nos routes? Au quotidien, madame. Au quotidien? Au quotidien, pas loin, pas si loin, il y a 3 jours. J'ai vu une personne sur une moto avec 3 enfants sur la moto. Lui, il porte le casque, ses enfants ne portent pas le casque. À croire qu'il les a trouvés dans un marché Tamash ou le marché Nelson, ça reste intriguant. C'est inconscient. Inconscient, intriguant, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à décrire la barbarie de ce geste. Mettre 3 enfants sur une moto, c'est barbare. J'arrive pas à le décrire. Oui. Alors il y a certaines choses aussi qui nous donner l'occasion d'en parler. Nous savons bien qu'il y a des fous du volant, les fous du guidon, madame, aussi les fous piétons, madame. Oui. Et ça traverse n'importe où, n'importe comment, ça traverse en diagonale, en horizontale. Même les piétons, madame, ils sont là, source. De problèmes aussi et d'accidents, effectivement. Voilà. En tout cas, voilà, les problèmes sont nombreux. Voilà, il suffit juste d'aller sur la toile et de mettre et de taper Motar al-Marfi pour voir un petit peu l'incivisme qui sévit dans nos routes. On a été ravis de vous recevoir, merci, vraiment madame. Très honorés de recevoir le justicier des temps modernes, notre... Oh, c'est trop... Voilà, Motar al-Marfi, c'était voilà, un témoignage poignant ce matin. On est ravis de vous avoir reçu. Merci, madame. Merci de Bonne continuation et bravo pour ce que vous faites. Merci, madame. Nous allons parler d'art dans un instant. Nous allons voyager avec la musique et notamment avec le talent d'un jeune musicien en herbe, Mohamed Amin Aïchoun, est notre invité ce matin. Après justement ce portrait dressé par Sofia Chouban d'une icône de la chanson algérienne, Cheb Hasni en l'occurrence. Il restera l'idole des jeunes, roi du rail, sentimental. Cheb Hasni, de son vrai nom, Chekroun Hasni, s'est illustré par des chants sur l'amour pur, les mots de la jeunesse et la joie de vivre, malgré les vicissitudes de la vie. Très jeune, Hasni poussait de la voix dès qu'il sortait de l'école. Destiné à une carrière de footballeur, il s'est blessé lors d'un entraînement et abandonna sa carrière de sportif au profit d'un destin qui a fait de lui un railman. J'aimais Romario, le joueur de Brésil, le Romario, oui. Il aimait bien sûr Diego Maradona, c'est ça. Il aimait l'Amsio d'Oro, le Mouloudi Touaran. Il occupait le poste d'avant-centre, un 9,5. On dit ça, le l'argot football, un 9,5. Oui. Pas un 10, pas un 9, mais un 9,5. Donc, كان يلعب البولاغايا mais كان يبغي الغناء. C'est à l'âge de 20 ans que Cheb Hasni enregistre sa première cassette. Puis, en 1987, il chante en duo avec Cheba Zaouania. Monsieur Mohamed Sankrepa.
Husni, que je ne connaissais pas, m'a été présenté pour la première fois par Mohamed Saint-Crépin et m'a sollicité pour chanter en duo avec lui. La joie du chanteur a été immense, immense de se retrouver dans les studios d'enregistrement. Dans les années 90, Cheb Husni enregistre 10 clips où il révèle un style différent que celui des autres Rayman. Des chansons comme Baïda mon amour, Hadam Toubi, mais El Souvenir Andi et l'album Ainik ya Ainik, qui d'ailleurs ont été un succès époustouflant qui a séduit ses fans. En 1992, Cheb Husni part en tournée mondiale pour se produire là où résidait la communauté algérienne, ravi d'entendre une voix suave, lui rappelant des souvenirs de jeunesse. À l'époque, on n'avait pas commencé à travailler tout de suite, mais on se voyait souvent dans les studios d'enregistrement, dans les rencontres entre collègues de travail et tout ça. Et après, on avait décidé de commencer à travailler ensemble. Malheureusement, c'était vers les années 93, on avait commencé à avoir de grands projets, vraiment à l'international, parce qu'on avait commencé à enregistrer pour des maisons de disques à l'étranger. Donc les 2 albums qu'on avait enregistrés qui étaient destinés à la production internationale, c'était Saadini Nahjarmak et un autre album Rani Marrahna Marralheh. Rappelons que Cheb Husni a subi les influences de Ahmed Wahbi, Blaoui El Hawari et Warda El Jazairiya. Il a créé un mode dans le chant sentimental par des textes aérés sur un fond de musique moderne qui a laissé un impact dans la conscience collective de ses admirateurs malheureusement. Des hordes assassines l'ont abattu un 29 septembre 1994, le laissant sans vie dans son quartier natal de Gambetta Oran. Il n'avait hélas que 26 ans. Médusés, les Algériens ont beaucoup pleuré un artiste pétri de talent et de popularité à titre posthume. Husni a été décoré de la médaille du mérite national. Et après cette icône justement immortelle, Cheb Husni, donc dans ce portrait dressé par Sophia Chouba, nous allons parler de la relève en musique, notamment avec la présence parmi nous d'un artiste en herbe. Il s'agit de Mohamed Lamine Aïchoun. Aïchoun, exactement. Aïchoun. Bonjour Radia, merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un moment agréable. On est très content de te recevoir, vraiment. C'est réciproque. Merci. Mohamed Lamine, donc vous êtes fan de Husni vous-même? Exactement, comme tout le monde. Incroyable ces images. C'est une école. C'est vraiment l'idole des jeunes. Vraiment. Je l'aime vraiment. Oui. Voilà. On est triste de l'avoir perdu aussitôt. Absolument. Ça réveille des émotions, ça réveille de toute notre sensibilité. C'est du sentimental, ça. C'est du sentimental, effectivement. Donc, vous êtes un grand sentimental. Vous avez opté pour la musique depuis quelques années, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Voilà, ça a commencé comment, justement, l'aventure avec la musique? Ça a commencé quand j'étais petit. Bon, pas petit. J'étais adolescent, je me voyais toujours sur scène avec le public. Et d'ailleurs, je chantais toujours devant mes cousins, dans les escaliers, etc. Après, je me suis dit pourquoi que j'entame pas une petite expérience. Je vais prendre la guitare ou quelques d'autres instruments. Après, j'ai trouvé un centre culturel où j'habite. Et je me suis inscrit et j'ai commencé à faire de la guitare, à apprendre petit à petit. 2016, Burj El Kifen, exactement. Le point de départ. C'était le point de départ, voilà. C'était des années agréables parce que les débuts, c'est un peu difficile, mais petit à petit, je me suis retrouvé. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes multi-instrumentiste, c'est-à-dire que vous avez commencé par la guitare. Aujourd'hui, vous jouez du bandol, mandoline, voilà. le oud, le banjo aussi. Le banjo aussi. Voilà. Oui, mais le oud en particulier. Le oud, c'est mon instrument principal. Je l'aime beaucoup parce qu'il donne
une âme, il donne des sentiments, des vrais sentiments. Je l'aime vraiment. Voilà. J'imagine. En tout cas, vous avez opté aussi pour une voie que beaucoup de jeunes empruntent au début de leur carrière. Ils vont vers les associations d'Andalou. Et c'est vrai qu'une association vous permet d'élargir le panel et de découvrir tout un pan et un héritage Exactement. musical. Premièrement, elle va t'encadrer l'association. Elle va te prouver tes capacités au début et après tu vas voir quel est le chemin qui va te correspondre. Voilà. Ça vous a correspondu, l'andalou? Exactement, Voilà. je l'aime vraiment depuis que j'étais petit. J'écoute toujours Fadela Dzeria, Chaou aussi, donc donc Chabi Chaou. Donc on a pas mal d'artistes voilà, qu'on a perdus, qui ont toujours en vie. Inch'Allah Rabbi yahfidhom. Voilà. Très bien. Donc voilà, tout récemment, vous avez rejoint une association où vous êtes très actif, El Fano Adab en l'occurrence, n'est-ce pas? Exactement, c'est une association de la musique andalou. Elle existe juste après, elle a été créée plutôt juste après l'indépendance. Je l'aime vraiment parce qu'ils font de la pure musique d'andalou. C'est quelque chose qui est magique. Donc, c'était super l'expérience avec eux, donc j'espère qu'elle va continuer cette expérience. Voilà. Quelqu'un s'interroge sur le nom de votre prof et mentor. Je connais le prof TAC, c'est M. Samir Ibrzian, que je salue d'ailleurs. On le salue. En tout cas, c'est vrai que le fait d'être dans ces associations d'Andalou vous a permis d'avoir une certaine expérience de la scène, de vous produire et de concrétiser ce rêve d'enfant dont vous parliez, de voir le public vous saluer, vous applaudir. D'ailleurs, récemment, on a fait une scène. C'était une fête de fin d'année, je pense, dans une école. Et je me suis retrouvé avec le public encore une fois et ça a été super bien passé. C'est génial. Voilà. Vous n'êtes pas le premier soliste dans le groupe, mais vous aimez bien chanter seul. Et d'ailleurs, on va peut-être vous écouter ce matin. Avec plaisir. Tout le plaisir sera pour nous parce qu'on a envie d'écouter votre voix et de voir votre jeu de guitare. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de nous interpréter? Je vais faire la chanson que j'aime vraiment de Kamel Msaoudi, Yahsra Alik Ya Dunya. Voilà. Une autre icône. Voilà. Une icône du Chabi et un autre idole de la jeunesse. Exactement. Voilà. Ça. Très bien. Voilà. On commence, c'est bon. Avec plaisir. Merci. Yahsra Alik Ya Dunya فيك حكايات وحكايات يحسر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي في تبات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي في تبات ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات قالوا لي عليك مسرحية وانا مسرح سكن لي في الداد التفكيرة خلصها غالية ديت معايا شي وردات دخلت للقاصف عليا طلع الستار والضو طفات لقيت روحي في تمثيلية ديكور خوف ودمومة بعطيني ولعبتي عليها عندي جهدي بالصحمات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي بتابات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي بتابات شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الامر وضيعات مالو عز وقصور وسرايا عسى عليه بالالوفات غفل غفلات قلبت الحياة ليلته مصاب ويني بات وكلتي فلان عسل وفاك يا وفلان وكلتي له الفتات فلان قطع ملتو الدري
Bravo. Vous vous êtes approprié la chanson, vous ne la chantez pas comme Kamel, mais à votre sauce. Exactement. Ça révèle l'avenir parce que vous avancez doucement et sûrement dans votre carrière. Exactement. Et un jour, je suis sûre que vous aurez vos propres compositions. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. En tout cas, c'est votre rêve, vous me le disiez, Mohamed Lamine. Bien sûr, comme tous les artistes, je rêve toujours d'avoir mes propres chansons. Et Inch'Allah, en avenir, il y aura quelque chose. Voilà, Inch'Allah. Vous y travaillez sérieusement, en tout cas. Et Inch'Allah, on vous souhaite tout le succès. Merci beaucoup. Vous êtes un passionné, vous y arriverez. Inch'Allah. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, Mohamed Lamine a aussi épousé une autre casquette, celle du comédien depuis quelque temps. On l'a vu sur une série de Mohamed Lakhdar cet été. Exactement, c'est avec le Hajj Al-Khdar. Cette année, plutôt. Voilà, c'est en Ramadan 2023 cette année. C'était une très belle expérience avec une icône de l'ancienne génération, Monsieur le Hajj Al-Khdar, que je salue d'ailleurs. C'était une très belle expérience. Étant la première fois, j'avais un peu de trac, mais ça a été. Voilà, en tout cas, Rabah El-Assimi, vous avez déjà initié sur un beau clip. Exactement. Donc vous êtes comédien aussi sur un clip patriotique. Exactement. C'était l'année dernière. J'ai fait un clip avec Rabah El-Assimi. C'était un petit passage étant coiffeur. Voilà, un petit rôle d'un coiffeur. On a été ravis de vous recevoir, Mohamed Amine, ce matin. Mohamed Amine Aïchoun, un nom qu'il faudra retenir. On le retrouvera certainement sur une scène très prochainement. Inch'Allah. En tout cas, voilà, j'aimerais bien, toute la régie réclame encore votre voix pour la fin. On va se quitter sur un air que vous allez nous fredonner. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous souhaite vraiment de passer d'agréables moments en cette belle journée d'été. Sous cette brise d'été, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse et je vous dis bye bye. ولا ظني تنسى وكري وحساني ونعود لي غريب براني سهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنوا يسهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنوا ولا ظني تنسى وكري وحساني ونعود لي أغرب براني يسهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنوا يسهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنوا قولوا شهلت العياني اللي غرمها مضاني أقهارني وبكاني الولف كيف سهل والفراق ما صبرت عنه الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه.